J'appelle Philippe Scholler, qui est donc membre du Conseil scientifique du Parc national des Écrins, ex-membre, tu es plus, donc, et qui va nous parler de l'implication des espaces protégés dans les réseaux des zones ateliers, qui est une structure spécifique du CNRS, et donc un mode d'articulation particulier. Voilà, merci PNF pour cette invitation que j'ai acceptée avec très très grand plaisir. Je dois dire que je vais porter ici un témoignage d'un chercheur qui a effectivement été impliqué dans la vie du Parc national des Écrins à travers son conseil scientifique. C'est une expérience extraordinaire. Moi, j'ai rencontré des gens formidables au conseil scientifique du Parc national des Écrins et je regrette vraiment de ne pas avoir pu continuer à travailler dans ce conseil. Alors, je vais faire une présentation assez courte. Je vais mettre le temps quand même parce que j'ai des fois tendance à être un peu long. Donc, voilà. On a parlé hier des zones ateliers. Donc, je vais repréciser qu'il s'agit d'un réseau qui est piloté par le CNRS, en particulier l'Institut Écologie et Environnement, mais c'est un dispositif inter-organisme qui se propose de mener une recherche sur les socio-écosystèmes. Donc quand on a dit ça, on se place immédiatement dans une démarche systémique, une démarche intégrative, une démarche interdisciplinaire. Donc il y a vraiment une ambition affichée qui est très haute, je dirais. On est en lien avec les grands défis sociétaux, en particulier le défi 1 de la stratégie nationale pour la recherche, gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique. Et on se propose également de mettre en place des dispositifs d'observation pérennes, voilà, insérés dans le temps long et également insérés, je dirais, on en a parlé hier également, dans les infrastructures de recherche à l'échelle européenne. Alors actuellement, le dispositif Zone Atelier, c'est un réseau qui est labellisé par Alenvi, c'est un SORE qui est labellisé par Alenvi, l'Alliance pour l'environnement, et qui compte à peu près 13 zones ateliers. Donc vous avez une carte de répartition, vous voyez qu'il y a un gros trou dans le sud de la France, comme je l'ai dit hier, donc il faut vraiment pousser pour que la recherche française déploie ses efforts également sur la partie sud-ouest, notamment Pyrénées, et sur la façade méditerranéenne. Voilà. Je fais repasser le message. Alors, le cadre conceptuel, quel est-il? Je dirais que on peut le représenter de cette manière ultra simplifiée, mais l'enjeu, il est d'arriver à établir des circulations dans un continuum qui va de l'anthropologue jusqu'aux spécialistes des papillons, par exemple. Donc de cette boîte homme à la boîte nature, comment on arrive à faire circuler le débat, les informations, les échanges. C'est un défi, c'est un véritable défi. Dans le cadre du travail des zones ateliers, on s'intéresse à la partie centrale, c'est-à-dire ces relations entre société et environnement. C'est un chemin qu'on peut parcourir dans un sens ou dans l'autre. Il y a, je dirais, une actualité, puisqu'on a tendance, on va dire, à sociologiser la nature. On considère de plus en plus que voilà, l'empreinte des activités humaines est très très forte sur tout objet naturel étudié. Et puis d'un autre côté, on tend aussi un petit peu à écologiser les territoires. On parle maintenant de métabolisme territorial, par exemple. Nos collègues géographes parlent de métabolisme territorial. Donc il y a un double mouvement en fait qui devrait faciliter ces échanges entre ces disciplines, notamment à cette interface société-environnement. Le chemin reste compliqué. Si on prend la métaphore de l'alpinisme, c'est des voies difficiles pour passer de cette boîte société à la boîte environnement. Mais on est aidé par, je dirais, on a équipé les voies en quelque sorte. On a des outils conceptuels. J'en ai listé un certain nombre ici. Donc, services écosystémiques, jeux d'acteurs, la notion de territoire, beaucoup travaillé par nos collègues géographes, etc. Et puis tout cela est traversé par un axe temporel, ce vocable du changement qui est un vocable extrêmement fédérateur finalement parce que tout le monde peut se reconnaître derrière ce terme-là et le décliner, je dirais, en fonction de ces disciplines privilégiées. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec les collègues de sciences humaines et sociales sur ce thème du changement, avec donc des déclinaisons, mutation, rupture, bifurcation, changement climatique, etc.
Alors, pour ce qui concerne la zone atelier Alpes, le dispositif il est né d'échanges avec le parc national des Écrins, notamment donc à la fin des années 2000. Il était constitué au départ d'un ensemble de laboratoires listés à gauche, plus le parc national des Écrins et le parc naturel régional du Vercors. Il s'est étendu récemment vers les Alpes du Nord avec le parc national de la Vanoise et le parc naturel régional du Massif des Bauges. Et il a vocation à s'étendre plus au sud et encore plus au nord, comme je l'ai dit hier. Et donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs, d'englober finalement à terme l'ensemble du massif alpin français. Donc on a quatre types d'acteurs, de participants. On a le monde académique à gauche, on a les gestionnaires d'espaces protégés, on a le monde de l'expertise, notamment pastorale, et puis on a également les acteurs et les usagers des territoires. Je donnerai un exemple tout à l'heure si j'ai le temps. Alors, monde académique et gestionnaire d'espaces protégés se retrouvent ensemble pour définir la politique en fait de cette zone atelier Alpes au sein d'un comité de pilotage. Donc là, il y a déjà vraiment un lieu d'échange privilégié pour discuter des orientations scientifiques et du projet scientifique de la zone atelier. Alors, les termes du partenariat, je dirais que, pour être assez simple, il faudrait arriver en fait à dépasser l'équation qui est espace protégé égale territoire d'accueil de la recherche plus producteur ou pourvoyeur de données. Alors ça, c'est probablement la base, c'est le socle, mais il faut aller au-delà. Et aller au-delà, ça veut dire, on en a parlé hier, c'est co-construire à la fois des outils conceptuels, co-construire des problématiques, des protocoles. Donc il faut des moments d'échange privilégiés pour que tout cela se mette en musique. Alors ces moments d'échange privilégiés, on en a parlé, c'est les conseils scientifiques, mais les zones ateliers, la zone atelier Alpes a essayé de mettre en place des dispositifs un peu plus originaux, peut-être, pour favoriser ces échanges et pour les prolonger, je dirais. Notamment, on a un programme qui s'appelle Chercheurs en résidence, qui permet de permettre au monde académique d'aller dans les services scientifiques des parcs 3-4 jours, une semaine, de façon à partager au plus près les questions et les démarches. On a institué également une journée de convivialité, qu'on se retrouve sur le terrain une fois par an, etc. Enfin, c'est tous ces moments informels, mais qui permettent un petit peu d'échanger et de penser aux actions, notamment à tout ce qui est, je dirais, un engagement très fort et mutuel dans des projets de recherche. On a des exemples montrant que des parcs nationaux, en particulier le parc national des Écrins, au sein d'un projet, portent un work package, par exemple. Donc ça va vraiment au-delà de la seule, je dirais, mission d'accueil de la recherche et de mise à disposition de données. Alors tout cela se traduit, en tant que chercheur, je suis assez sensible à les publications qui peuvent être produites à partir de tous ces projets. J'en ai listé en bas quelques-unes. Il me reste un petit peu de temps encore, oui. Oh voilà, ça très bien. Bon, alors je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est sur ces savoirs hybrides qu'on cherche à construire. Donc là, c'est en relation avec le projet Alpa Sentinelle qui a été illustré hier. Donc c'est un travail qui a été piloté par des collègues des laboratoires de sciences humaines et sociales regroupés au sein du LabEx ITEM. Et en fait, ce qui est montré ici, c'est ce qu'il appelle un outil freeze, c'est-à-dire c'est une chronologie dans laquelle on va faire apparaître un certain nombre de dimensions. Alors les activités économiques, la sphère politique, les dynamiques naturelles, et essayer de remettre en fait en lien ces différents éléments. Donc là, c'est sur l'Adré de Villard-d'Arène, dans la partie nord des Écrins, sur un des alpages sentinelles, où on observe des trajectoires d'utilisation des terres qui sont directement liées à des choix politiques, à des dynamiques climatiques, etc. Et donc, on essaye de créer du lien, je dirais, entre ces différents éléments. Et ça
convoque nécessairement autour de la table une multiplicité d'acteurs, les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ça peut également déboucher sur des scénarios qui sont construits, alors non seulement avec les gestionnaires d'espaces protégés, mais là, dans l'occurrence, avec les agriculteurs de Villard-d'Arène, en l'occurrence, où on leur présente, en fait, on leur demande de s'exprimer sur un certain nombre de scénarios, à la fois de changement climatique, mais également de trajectoires socio-économiques. Alors, je ne vais pas détailler, mais vous avez une cartographie ici des différents types d'usage des terres sur l'adresse de Villard-d'Arène en fonction d'un scénario plutôt globalisant, d'un scénario plutôt local pour ce qui concerne la sphère socio-économique, et puis avec des changements climatiques plutôt, comment dirais-je, renforcement des épisodes de sécheresse qu'on a connus ces dernières années, ou quelque chose qui est plus dans la ligne du climat des 10-15 dernières années. Et donc, il y a un jeu d'acteurs, donc où on présente en fait aux exploitants un certain nombre de possibilités, où on leur demande de réagir sur ces différentes trajectoires possibles des systèmes qu'ils gèrent. Alors le deuxième exemple que je veux prendre pour illustrer l'idée simple, mais que pour bien asseoir le partenariat avec les espaces protégés, il faut dégager des horizons communs. Je dirais que c'est un peu comme dans un couple, si on se parle et qu'on regarde dans la même direction, ça va marcher. Donc, une des façons de faire, c'est de s'inscrire sur le long terme dans des programmes qui vont engager, des programmes structurants. Et je voudrais parler ici du programme qui est un observatoire que l'on cherche à mettre en place. C'est une initiative très très récente qu'on a appelé l'observatoire des relations climat-homme, milieu agro-silvo-pastoraux du massif alpin. Donc l'observatoire hors champ, ou le projet hors champ encore, c'est encore à l'état de projet. Hors champ parce que c'est un type d'observation qui n'est pas très bien mené jusqu'à présent à l'échelle du massif alpin. On a beaucoup d'observatoires centrés sur des composantes de la biodiversité, mais pas trop sur ces relations climat, homme, milieu. Donc voilà, c'est pas dans le radar des observatoires actuels, c'est pour ça qu'on l'a appelé hors champ. Voilà, c'est un jeu de mots dont je suis très fier. Alors notre objectif, c'est de comprendre les trajectoires des systèmes, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient socio-économiques, et d'essayer de comprendre en fait comment ces trajectoires s'articulent les unes avec les autres, et quelles sont les flèches que l'on peut dessiner, où sont les flèches que l'on peut mettre entre ces différentes trajectoires de ces systèmes qui ont expliqué les configurations des états du système, avec des problèmes de non-linéarité, d'effets de seuil, etc. Donc ça, c'est vraiment notre objectif principal. Donc en essayant de mener une démarche qui soit interdisciplinaire, vraiment dans la philosophie de la zone atelier, pour caractériser donc ces trajectoires, ces organisations spatiales, et puis les processus qui sont à l'œuvre pour comprendre ces dynamiques. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir un dispositif à terme qui soit à l'échelle de l'arc alpin. Alors c'est un dispositif emboîté spatialement, donc on va passer des massifs climatiques au territoire bassin versant, à des gradients d'altitude et puis à des plots élémentaires d'observation, et associant à la fois des observations, des rétro-observations et aussi des modélisations sur le climat, qui soit global, enfin régional ou local, sur les territoires. Ce qu'on voudrait, c'est avoir, avec nos collègues géographes, vraiment une vision des flux, déjà avec eux de délimiter mieux le territoire, mais aussi d'avoir une vision des flux à l'échelle des territoires, des flux démographiques, des flux économiques, etc. Et puis après, avec nos collègues naturalistes, d'avoir aussi des observations sur les différents compartiments de la biodiversité à différents niveaux d'organisation, depuis les communautés jusqu'au paysage, en passant par les écosystèmes. Voilà, donc tout cela se déploie avec le soutien très fort et assumé de la zone Atelier Alpes, et également avec des possibilités de financement régionaux, etc. Et je conclus. Et je conclus en disant 4 choses. La première, c'est que la mise en synergie des compétences, l'idée d'avoir des effets de levier quand on collabore avec les espaces protégés, évidemment, c'est ce à quoi on pense en premier lieu.
et ça permet de favoriser la participation à des projets. Donc il y a des effets sur les moyens qui peuvent être alloués à ces actions. Il y a aussi des effets sur la reconnaissance de nos institutions parce que ces partenariats se mettent en œuvre, que ce soit institution du côté recherche ou côté ministère de l'écologie, je pense. Deuxième point, ces actions, on les inscrit dans le temps long. Il faut qu'on les inscrive dans le temps long. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'idée de dégager des horizons communs. Et pour nous chercheurs, je dirais que il y a un côté relativement apaisant et nécessaire, presque vital, de s'inscrire dans ce temps long. Je suis pas un adepte de la slow science, mais peut-être qu'avec l'âge, je vais vraiment le devenir. Donc, vraiment essayer de construire des choses sur la durée, c'est quelque chose de capital par rapport à notre activité qui est souvent un peu trop effrénée, je dirais. Troisième chose, il y a un grand mouvement dans le monde académique, on va dire, de reterritorialisation de la recherche, avec des organismes nationaux de recherche comme le CNRS et d'autres, qui essayent d'être plus associés, je dirais, au pilotage de la recherche à l'échelle des académies. Et je crois que, d'une certaine façon, ceux dont on discute là, ils participent de tout ça, c'est-à-dire associer davantage les espaces protégés dans ces grandes orientations stratégiques de la recherche à l'échelle d'un territoire. Eh bien voilà, on est en plein dans le sujet. Donc il faut aussi que nous, chercheurs, on arrive à montrer à nos institutions que l'implication des parcs, des espaces protégés dans cette grande dynamique, elle est aussi une contribution essentielle à territorialiser, à ancrer, je dirais presque à incarner la recherche que l'on fait. Et quatrième et dernier point, je dirais que, et c'est peut-être, bon, c'est encore une promesse, je dirais, mais le fait de partager avec les espaces protégés, avec les services scientifiques, moi, ça m'a fait comprendre que finalement, ce à quoi on doit contribuer, nous, en tant que chercheurs, c'est pas une recherche finalisée, c'est pas une recherche fondamentale dans ce cadre-là, mais c'est une recherche impliquée, c'est-à-dire d'arriver à participer à construire une représentation des territoires, en quelque sorte, à donner un éclairage de scientifiques sur le contexte dans lequel s'inscrivent ces réflexions et ces constructions, je dirais, ces représentations des territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. On se donne juste une question de compréhension, pas de débat, de compréhension, s'il y en a une. Non? Oui? Dire un peu plus. J'emprunte d'abord, je voulais juste compléter que c'est une notion que j'ai empruntée à Bernard Davas, qui est un géographe de Toulouse. L'idée, c'est que les chercheurs, enfin le monde académique, puissent s'impliquer dans la vie des territoires, finalement, puissent participer à la représentation collective que l'on peut se faire des territoires. Et une des façons de le faire, c'est de donner cet éclirage, par exemple sur le temps, sur la question du temps. Je pense que peut-être une des principales avancées de la science, c'est d'établir des chronologies d'une certaine façon. Quand on arrive à dire à des gestionnaires, à des politiques, à des acteurs des territoires que, prenons cet exemple, que le pastoralisme dans les Alpes, ça date de plusieurs milliers d'années, qu'on arrive à retrouver dans les sédiments lacustres de lacs de l'ADN de moutons ou de vaches qui datent de l'époque romaine, et que c'était une époque où on faisait la production de fromage intensive avec de l'exportation à Rome. Enfin, je veux dire, ce genre de connaissances, je dirais, participe d'une construction, voilà, encore une fois, collective des territoires et de la représentation que l'on peut se faire de ces espaces et de ces territoires. Voilà. C'est en ce sens-là que je dirais que c'est une recherche impliquée. Merci beaucoup.